Salut mes chers élèves. Encourage ou nous conseille parfois de trouver la période. Parce que si la période donne P, et bien sur chaque période P, on va avoir la même courbe. Donc on peut tracer la courbe sur la période de la fonction. Eh bien, on cherche la période. Ok, c'est important pour une fonction trigonométrique, la période. Ensuite, on cherche la parité. Donc une fonction n'est pas toujours paire ou impaire, mais si la fonction est paire ou impaire, donc il est conseillé de chercher sa parité. Maintenant, après quoi, on cherche les limites aux bornes, ok, le sens de variation et le tableau des variations. Ok, donc normalement, si nous reprenons la période et la parité, après avoir calculé le domaine de définition, eh bien ces deux parties-là vont nous permettre de trouver un ensemble ou encore un domaine beaucoup plus restreint, ok, donc avec lequel nous allons pouvoir étudier plus facilement la fonction trigonométrique. Ok, donc les limites aux bornes, c'est aux bornes du domaine restreint que nous allons trouver, et le sens de variation et ensuite le tableau des variations. C'est presque les mêmes démarches que les autres fonctions que nous venons étudier, mais seulement la période et la parité concernent surtout les fonctions trigonométriques. Voici un exercice d'application. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante d'expression f de x est égal à cos de x. Ok, donc normalement, comme nous l'avons bien appris, lorsque nous étudions et représentons graphiquement une fonction trigonométrique, la première chose, c'est le domaine de définition qui nous intéresse beaucoup plus. Eh bien, d'abord, nous avons appris également que la fonction cos, lorsqu'on a cos x, en général, cos quelque chose, si on a cos d'un polynôme, le domaine c'est R. Si on a cos U, si U est une fonction polynôme, eh bien le domaine c'est R. Sans la moindre difficulté, on écrit domaine de définition égal à moins l'infini plus l'infini. Mais nous n'allons pas pouvoir tracer le graphe de f sur tout l'ensemble des réels. Eh bien, de ce fait, nous cherchons la période de f. Nous avons appris que lorsqu'on a cos ax plus b, suivant les premières notions, lorsqu'on a cos ax plus b est périodique de période 2π sur valeur absolue de a. Eh bien, ici, b prend la valeur 0, c'est cos ax qu'on a uniquement. Eh bien, cette fonction est périodique de période 2π sur valeur absolue de a, où a vaut 2. 2π sur valeur absolue de 2 n'est que 2π sur 2 qui donne pi. Ok? La période, c'est pi. Eh bien, normalement, dire que la période, c'est pi, eh bien, cela nous dit que on peut trouver un ensemble de définitions pour la fonction f, de telle sorte que l'écart entre les deux bornes soit pi. Par exemple, on pourrait prendre en général un ensemble AB, de telle sorte que lorsqu'on fait B moins A, ça donne pi. Par exemple, on pourrait prendre pi de pi. Pi de pi, l'écart est encore pi. On pourrait prendre 0 pi, 2 pi, 3 pi, 3 pi, 4 pi. Donc ça, c'est un ensemble de définitions pour f. Ok, maintenant, mais nous n'allons pas encore donner le domaine de définition. Et nous allons en même temps déterminer la parité. On cherche la parité de f. Pour rechercher la parité d'une fonction, il faut calculer f de moins x.
eh bien, en calculant f de moins x, nous remplaçons x dans cos 2x par moins x. Ça donne cos 2 par moins x, qui donne cos moins 2x. Et suivant les actes associés, les actes opposés en particulier, lorsqu'on a cos moins alpha, ça donne cos alpha. Et bien par conséquent, f de moins x donne cos 2x, parce qu'on a cos moins 2x. Donc, puisque cos moins alpha donne cos alpha, et cos moins 2x donne cos 2x. Et voilà pourquoi eh bien, on peut remarquer que f de moins x donne la même valeur que f de x. Eh bien, f de moins x donne f de x, eh bien, la fonction f est paire. OK? F est paire, eh bien, normalement, il y a une règle. Lorsque la fonction est paire ou impaire, pour trouver son ensemble de définitions, OK, on peut prendre, et comme ensemble de définition, c'est moins P sur 2, P sur 2. Donc, où P représente la période. Donc, je prends moins P sur 2, P sur 2 pour l'ensemble de définitions, en remplaçant P par sa valeur qui donne moins Pi sur 2, Pi sur 2. OK, donc, la fonction f étant paire, l'axe des ordonnées est axe de symétrie à sa courbe. Et bien, par conséquent, la règle nous dit que on peut étudier f sur l'intervalle 0 pi sur 2 à condition de compléter son graphe par symétrie. Donc, on pourrait prendre également l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et l'on complète l'autre 0 pi sur 2 par symétrie. Moi, je fais choix de l'intervalle 0 pi sur 2 à condition de compléter l'autre partie moins pi sur 2, 0 par symétrie. OK, donc c'est une règle. OK, donc puisque la fonction est paire, lorsque la fonction est paire, l'axe des ordonnées est axe de symétrie. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre ça sur tout l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On peut simplifier la tâche. Eh bien, donc, le domaine d'étude, c'est bien l'intervalle 0 pi sur 2. OK? Une autre personne pourrait prendre l'intervalle moins pi sur 2, 0 également. Maintenant, on calcule les limites. Les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Le domaine d'étude étant 0 pi sur 2, d'abord on calcule la limite de f en 0, c'est 0 à droite, en 0 plus. On remplace tous les x de cos 2x par 0. Ça donne cos 2 fois 0 plus cos 2 fois 0. 2 fois 0 donne 0, c'est cos 0 qui donne 1. Et ensuite, la limite de f de x quand x tend vers pi sur 2 à gauche, c'est à gauche de pi sur 2 qu'on a, eh bien on a cos 2 par pi sur 2. 2 par pi sur 2 n'est autre que pi. Eh bien, on a cos pi qui donne moins 1, suivant le tableau. Eh bien, par conséquent, on a les limites. Maintenant, le sens de variation de la fonction f. OK, pour déterminer le sens de variation d'une fonction, il faut d'abord rechercher sa dérivée première. Eh bien, f était donné sous la forme cos u. Eh bien, suivant le tableau des dérivées, f' a pour dérivée, c'est cos u. Donc, la dérivée f' devient moins u' sin u. Eh bien, on identifie u. U, c'était cos 2x. Eh bien, u, c'est 2x. La dérivée de u, c'est bien 2 par rapport à x. Donc, u' donne 2. Eh bien, par conséquent, la dérivée f' de x donne, c'est moins u', c'est moins 2 par sin u, par sin 2x. Parce que u était égal à 2x. Donc, f' de x donne moins 2 sin 2x. Maintenant, pour trouver effectivement le sens de variation de la fonction f, il suffit de dire le signe de f'. Pour ce faire, eh bien, j'annule f'. Eh bien, j'annule f' de x, ça donne moins 2 sin 2x égale à 0. Puisque moins 2 est une valeur qui est différente de 0, donc dire que moins 2 sin 2x est égal à 0, c'est dire que sin 2x est égal à 0. Et bien, par conséquent, j'annule sin 2x. Et nous avons appris, suivant les cas particuliers dans une équation, suivant les inversions trigonométriques, nous avons appris, lorsqu'on a sin x égale à 0, x donne kpi. Ici, c'est sin 2x qui est égal à 0, donc 2x donne kpi. On tire x, x donne kpi sur 2, où k est entier relatif. Maintenant, on varie k. Pour k égale à 0, donc on a x égale à 0, en remplaçant k par 0, on va avoir 0. C'est acceptable parce que sur l'ensemble 0 pi sur 2, on a 0. C'est acceptable. Pour k égale à 1, x donne, c'est 1 par pi sur 2, qui donne pi sur 2. C'est encore acceptable parce que dans l'intervalle, on a pi sur 2. Maintenant, pour k égale à 2,
on remplace K par 2, c'est 2 pi sur 2 qui donne pi. Eh bien, X donne pi. C'est à rejeter parce que dans l'intervalle 0 pi sur 2, pi excède, ok? Donc, normalement, pi est déjà plus grand que pi sur 2 qui est la borne supérieure. Donc, c'est à rejeter. Maintenant, puisque c'est impossible pour 2, eh bien, c'est aussi impossible pour 3, pour 4, jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je fais choix de moins 1, qui est le premier nombre ou la première valeur négative dans Z. Ok, donc, eh bien, je commence, c'est moins 1. Moins 1, en variant K, je remplace par moins 1, je remplace K par moins 1, ça donne moins pi sur 2. Moins pi sur 2 qui donne un nombre négatif, eh bien, dans l'intervalle 0 pi sur 2, on n'a pas de nombre négatif. C'est encore à rejeter dans ce cas. Donc, pour étudier le signe de f' sur l'intervalle 0 pi sur 2, il suffit de considérer les valeurs 0 pi sur 2 qui sont uniquement acceptables. Maintenant, nous dressons le tableau de signes. C'est sur 0 pi sur 2, voici 0 pi sur 2. Le signe que nous allons étudier, c'est celui de f'. Dans f', il y avait moins 2 par sin 2x. D'abord, je m'intéresse à moins 2 qui est un nombre strictement négatif. Eh bien, ça reste toujours négatif. Je mets moins strictement négatif. Maintenant, pour sin 2x, c'est sur l'intervalle 0 pi sur 2. Si c'était sin x, ok, on pourrait dire que ça donne un signe plus directement parce que c'est dans le premier cadran 0 pi sur 2. Mais cependant, on a sin 2x. Eh bien, c'est x qui est entre 0 et pi sur 2. Ok, donc x est entre 0 et pi sur 2. Eh bien, normalement, pour avoir 2x, parce que c'est sin 2x qu'on a, eh bien, ce qu'on fait, on multiplie chaque membre par 2. 2 fois 0, 0, 2 par pi sur 2, pi, et 2 par x de x. Eh bien, on remarque que 2x est entre 0 et pi. Eh bien, suivant le cercle trigonométrique, entre 0 et pi, la ligne du sinus, voici la ligne du sinus, entre 0 et pi, on passe par cette ligne du sinus qui est toujours positif. Puisque entre 0 et pi, le sinus est toujours positif, et bien par conséquent, sin 2x est donc toujours positif entre 0 et pi sur 2. Ok, donc, x est entre 0 et pi sur 2, mais 2x est entre 0 et pi. Entre 0 et pi, sin 2x est toujours positif, parce qu'on a un seul signe qui est le signe plus. Donc, c'est pourquoi je mets plus dans l'intervalle. Maintenant, j'applique la règle des signes. Moins par plus, ça donne moins. Eh bien, f' est toujours négatif sur 0 pi sur 2. Par conséquent, la fonction f est décroissante sur 0 pi sur 2. On a déjà calculé les limites. En 0, ça donnait 1. En pi sur 2, ça donnait moins 1. Ok? Donc, on a déjà calculé ça. En 0, c'était 1. En pi sur 2, c'était moins 1. Donc, on complète ça. Donc, c'était prévisible. Parce que ça part de 0 à pi sur 2. Eh bien, de 1 à moins 1, ça explique qu'il y a une décroissance. Donc, c'est effectivement que la fonction f est décroissante sur 0 pi sur 2. Maintenant, sans perdre de temps, nous passons au point sur les axes. Eh bien, voilà, nous commençons avec le cas où x prend la valeur 0. Quand x prend la valeur 0, il faut calculer f de 0. F de 0, c'était cette même valeur, c'est la limite de f en 0 qui donnait 1. Eh bien, f de 0 donne 1, sans perdre de temps, je mets f de 0 égale à 1. Maintenant, le cas où y est égal à f de x égale à 0. C'est la fonction f qui s'annule, c'est cos de x qui prend la valeur 0. Suivant les mêmes formules sur les inversions trigonométriques, nous avons appris lorsqu'on a cos x égale à 0, la formule nous dit qu'on doit prendre x égale à kpi plus pi sur 2. Puisqu'ici c'est cos 2x qui est égal à 0, eh bien on doit prendre 2x est égal à kpi plus pi sur 2. Maintenant on tire x, x donne kpi sur 2 plus pi sur 4, où k est entier relatif. Maintenant on varie k. Nous allons varier k, ok, donc on va varier k. Eh bien on commence pour k égale à 0, pour varier k. Pour k égale à 0, donc puisque, à ne pas oublier, on est encore sur l'intervalle 0 à pi sur 2, eh bien, on va varier k sur cet intervalle. Pour k égale à 0, on a x égale à pi sur 4, parce que c'était kpi plus pi sur 2. Kpi sur 2 plus pi sur 4, lorsque k prend la valeur 0, l'expression en k s'annule. Il nous reste uniquement pi sur 4. Ça donne pi sur 4 qui est acceptable. C'est acceptable pour pi sur 4. Ok, c'est acceptable pour pi sur 4. Puisque c'est acceptable pour pi sur 4,
Eh bien, donc, on a une première valeur. Maintenant, on continue avec K égale à 1. Pour K égale à 1, K pi sur 2 devient pi sur 2. En remplaçant K par 1, ça donne pi sur 2 plus pi sur 4. Nous avons appris que la borne supérieure 0 à pi sur 2, c'était pi sur 2. Eh bien, pi sur 2 plus pi sur 4, avec plus pi sur 4, on va excéder, eh bien, on va dépasser pi sur 2. Donc, c'est sûr que cette valeur va être à rejeter. Donc, on rejette cette valeur. Maintenant, on continue avec K égale à moins 1. Puisque c'est impossible pour 1, c'est impossible pour 2, pour 3, pour 4, jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je commence avec la première valeur négative qui est moins 1. Je remplace K par moins 1. Ça donne moins pi sur 2 plus pi sur 4. En attribuant à K la valeur moins 1. Ça donne moins pi sur 2 plus pi sur 4. En faisant le déno commun, ça donne moins 2pi plus pi sur 4, soit moins pi sur 4. C'est à rejeter parce que dans l'intervalle 0 à pi sur 2, on n'a pas de valeur négative. C'est à rejeter. Donc, à présent, on a une valeur, ok, qui représente la valeur sur l'axe des abscisses. C'est lorsque f de x est égal à 0. Eh bien, nous allons mettre cette valeur-là pour donner le tableau des variations de f sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Eh bien, voilà, tableau des variations de f sur 0 à pi sur 2. Donc, j'ajoute pi sur 4 uniquement. Ok, maintenant, on avait déjà ça. 0 en dessous de 0, 0 en dessous de pi sur 2. Et pi sur 4 entre 0 et pi sur 2. Le signe de f' était moins. Maintenant, il y a une décroissance. En 0, c'était 1. En pi sur 4, c'est 0 parce que pi sur 4, c'est la valeur qui annule f de x. Et ensuite, en pi sur 2, c'était moins 1. Okay? Donc, on a le tableau des variations de f, okay, sur 0 à pi sur 2. Mais à ne pas oublier, le domaine de définition n'était pas effectivement 0 à pi sur 2. C'était moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, nous allons prendre le soin de remplacer et de donner le tableau complet, c'est-à-dire de moins pi sur 2 à pi sur 2. À ne pas oublier, nous avions le devoir de compléter le graphe par symétrie. Par symétrie, eh bien, puisqu'ici on a 0, pi sur 4, pi sur 2, par symétrie, nous allons avoir moins pi sur 2, moins pi sur 4, ensuite 0. Eh bien, avec pi sur 2, on a moins pi sur 2. Avec pi sur 4, on a moins pi sur 4. On pourrait dire avec 0, on a moins 0, mais puisque 0 est neutre, eh bien, donc 0 est neutre, donc 0 est à la fois positif et négatif, donc ça reste 0. Eh bien, voilà. Maintenant, il y a une propriété pour les fonctions et paires. Lorsqu'on a f de moins x, ça donne f de x. Eh bien, puisqu'on connaît la valeur de f de pi sur 2, f de pi sur 2 était égal à moins 1. Eh bien, la valeur de f de pi sur 2 est aussi celle de f de moins pi sur 2. C'est f de x, f de moins x. F de moins pi sur 2 donne la même valeur que f de pi sur 2. Ainsi que f de pi sur 4 et f de moins pi sur 4. Ça donne la même valeur. Ok? 0 qui est neutre, ça reste toujours le même. Ok? Parce que f de 0 et f de moins 0, c'est encore f de 0 qui donne 1. Ok? Donc, vous voyez, à partir de ces informations-là, nous allons pouvoir compléter le graphe par symétrie. Puisque en moins pi sur 2, ça donne moins 1. Et en moins pi sur 4, ça donne 0. Ok? Comme dans les données. En moins pi sur 4, ça donne 0. En moins pi sur 2, ça donne moins 1. Eh bien, ça explique qu'il y a une croissance. En partant de moins 1 à 0, il y a une croissance. Eh bien, ça explique qu'on a un signe plus ici. Parce que c'est une croissance qu'on fait. Et en 0, ça donnait 1. Et lorsqu'on sort de 0 pour aller à 1, eh bien, on voit qu'il y a une croissance. Eh bien, ça explique ici qu'il y a un signe plus. Maintenant, l'autre partie qui est 0 à pi sur 2, c'était la partie qu'on avait déjà ici. Eh bien, on met ça telle qu'elle était auparavant. Ok, c'est cette partie-là que nous complétons par symétrie. Ok, donc, ce qui nous indique le signe qu'on doit mettre, ce sont les résultats pris par f de moins pi sur 2 et f de pi sur 2, f de pi sur 4 et f de moins pi sur 4. Ok, ce sont ces résultats-là qui nous indiquent, ok, le signe qu'on doit mettre dans cette partie. Ok, maintenant, vous voyez, on a le tableau de variation. Le tableau de variation, encore le tableau des variations de f sur moins pi sur 2, pi sur 2. Ok, donc,
Et vous voyez, donc auparavant, dans le domaine de définition, nous avons vu que l'intervalle AB de F, qui représente le domaine de définition de F, doit être un intervalle AB tel que B moins A donne P. Eh bien, si vous faites la différence entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ici, en faisant pi sur 2 moins pi sur 2, ça va donner pi correctement. Ok, donc cela veut dire, si on a les variations de la fonction f sur moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien, on va avoir une courbe complète. Ok, donc cela veut dire, personne ne va trouver une courbe qui est différente de la nôtre. Parce que on fait choix d'une courbe sur la période de f. Ok, donc sur chaque intervalle choisi, eh bien, nous allons avoir cette même courbe. Ok, voici la courbe. Suivant le tableau des variations, on dresse le repère. Je fais choix d'un repère orthogonal. Ici, ce repère n'est pas orthonormé. Pourquoi? Parce que il est vrai que les deux axes sont perpendiculaires. Donc, puisque les deux axes sont perpendiculaires, le repère est orthogonal quand même. Mais les deux axes, même que perpendiculaires, mais la valeur que j'ai pris pour 1 en ordonnée n'est pas celle prise pour 1 en abscisse. Parce que la valeur que j'ai pris pour pi sur 4 en abscisse, donc c'est cette valeur-là que j'ai pris pour 1 en ordonnée. Or, pi sur 4 est différent de 1. Donc vous voyez que la valeur que j'ai pris pour 1 en abscisse est différente de celle prise pour... La valeur que j'ai prise pour 1 en abscisse est différente de celle prise pour 1 en ordonnée. Donc le repère n'est pas orthonormé. Ok? Mais cependant, le repère est orthogonal. Maintenant, pour tracer le graphe, eh bien, nous allons utiliser le tableau de variation. En moins pi sur 2, ça donnait moins 1. Eh bien, voici moins 1. Voici moins 1. Voici moins pi sur 2. Eh bien, l'intersection entre ces deux valeurs-là nous donne ce point ici. Ok? Maintenant, en moins pi sur 4, ça donnait 0. Eh bien, voilà. Voici moins pi sur 4 ici. La valeur moins pi sur 4. Eh bien, c'est la première valeur qui coupe l'axe des abscisses. C'est le premier point. Ok? Où f de x prend la valeur 0 par symétrie. C'est moins pi sur 4 qui est ici. Ok? Moins pi sur 4. Ici, on a moins pi sur 4. Et ensuite, il y a le point 0,1 qui est le maximum local. Ok? Donc, c'est 0,1. Et bien, voilà. Et ensuite, il y a pi sur 4, 0. Un autre point. Donc, de contact avec l'axe des abscisses. C'est pi sur 4, 0. Et ensuite, il y a pi sur 2 moins 1. Pi sur 2 moins 1. Ok, donc, suivant l'intervalle choisi, on a un seul extrémum local ici, c'est 0,1. Mais si nous avions choisi un autre intervalle, on pourrait avoir plus qu'un maximum. On pourrait avoir plusieurs minimum ou encore plusieurs maximums. Ok, on pourrait avoir en général plusieurs extrémums, suivant l'intervalle choisi. Mais suivant l'intervalle que nous avons choisi, donc on a uniquement un seul maximum local. Ok, donc si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Et si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de bien vouloir m'envoyer ça comme commentaire. Ok, donc c'est Jimmy Devey, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.